Est-ce que déjà vous pouvez rapidement me dire si vous entendez, si vous m'entendez, me voir, c'est pas très important, mais au moins si c'est clair, trop fort, pas bien. Vous mettez un petit oui rapide, oui j'entends, de manière à ce qu'on puisse démarrer. Impeccable. Audio ok, super. Bonjour. Mélissa, bonjour, Oui, je te laisse la parole dans 5 c'est minutes, bon. c'est ça? Bonjour. Oui, c'est ça, dans 5 minutes. On attend encore des retardataires. Et comment je fais pour demander? Parfait. Alors, bonjour, je vois qu'il y en a qui règlent la télé. Super. Bonjour. Ouais, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de couper votre micro. Alors, soit c'est Pascal qui le fait, soit vous le coupez en manuel sur le menu à gauche carrément. Vous mettez votre micro en muet, puisqu'on va dialoguer une grosse partie du temps avec la conversation de groupe, avec la partie chat message. Parce que là, on va se retrouver à plus de 20. Ça va être un petit peu difficile, sachant que Pascal aura la main et en fonction de vos questions, de vos interrogations, bien sûr, vous pourrez vous exprimer. Alors, en attendant que Mélissa accueille ceux qui arrivent tout doucettement, elle prendra la main d'ici 2-3 minutes pour réexpliquer un petit peu les fonctionnements, si nécessaire, pour ceux qui ont des problèmes avec leur PC ou autres. Moi, déjà, je voulais vous souhaiter une bienvenue sur ces premiers lives, donc organisés par CEPELEC et sous la direction de Mélissa Lanfray, qu'on remercie fort pour avoir organisé tout ça. Donc, rapidement, le programme. Comme je disais tout à l'heure, si pendant que je suis en train de parler, pendant ces 2-3 minutes, vous pouviez, comme ça, on permettra de tester en chat, message, mettre, rappeler votre nom, votre société et le département français où vous êtes. Comme ça nous permet de voir géographiquement où vous situez, puisqu'on a les équipes chez nous qui vont vous suivre aussi. Votre fonction, votre niveau SD, puis un petit peu vos attentes. Alors, on met ça sur une ou deux lignes. Ça permettra à Pascal et à l'équipe de voir tout ça. Alors, un point très important, c'est qu'on veut faire des lives, non pas sous forme de formation hyper scolaire, hyper théorique, mais on est vraiment sur des échanges. Et puis, franchement, si vous entendez des fois des enfants qui crient ou quelque chose qui se passe, vous affolez pas, on y touche un peu chez nous, donc on peut se trouver avec les problématiques du direct. Mais vraiment, c'est de l'échange, de la convivialité. C'est le premier qu'on fait. Donc derrière, on vous appellera tous un par un ou on fera un petit retour pour voir comment améliorer, comment faire, etc. On a une équipe donc, qui est à votre écoute. Il y aura Mélissa, il y a Thomas, il y a Denis, Damien, bien entendu, etc. Donc, on prendra vos demandes, on prendra vos questions, vos interrogations et on s'engage à y répondre derrière. Aujourd'hui, on est parti sur un schéma de 3 lives à peu près par semaine, orienté pour le moment sur le SD, sur Brasage, sur IPC, avec des niveaux, très très différents. L'ESD aujourd'hui, c'est vraiment les bases de l'ESD. En fonction de vos attentes, le niveau montera graduellement ou pas. Mais surtout, n'ayez pas peur, quoi. Je veux dire, entre le débutant complet et l'expert. Alors, si on a la chance d'avoir des experts, on leur posera des questions, puis ils interviendront. Je dirais tant mieux. Aujourd'hui, donc, c'est Pascal qui se présentera après sur cette partie ESD. Et comme je vous le disais, on aura vous aurez systématiquement un retour de la séance. Donc, soit on vous rappellera Oula, il y a quelqu'un qui est dans son atelier, là, qui est en train de se connecter. Super, bienvenue, là, donc des gens qui travaillent. Donc, vous aurez systématiquement un retour sur le nombre de personnes qu'il y avait, les questions, les interrogations, et puis surtout, vos attentes. Même si on est dans un schéma de forte convivialité, d'échange,
L'objectif, c'est que quand même, vous en reteniez quelque chose de cette journée, que vous ayez appris quelque chose. Avec l'idée pour nous, on en est convaincu que cette période qui est un peu difficile, on doit être pratiquement tous à vivre pour la première fois à ce niveau-là, malgré tout, on essaye d'en tirer le mieux et faire en sorte qu'on arrive à tous être un petit peu plus forts quand ça va repartir. Voilà. Mélissa, est-ce que tu es prête à prendre la main ou pas? Oui, c'est bon. Allez, je te laisse prendre la main et puis à tout à l'heure. Merci. Ça marche. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous pour ce premier live. Voilà, c'est une première pour nous, peut-être pour vous aussi. C'est vraiment important, je pense, pour nous et aussi pour vous d'arriver à rester en contact, que vous soyez chez vous ou que vous soyez toujours sur votre site de production. C'est vraiment important de garder le lien et d'être mobilisés tous ensemble. Donc, comme vous l'a dit Jean-Pierre, ces lives, c'est vraiment un moment d'échange et de convivialité. On est là pour parler entre nous. Alors, je vais juste revenir sur 2-3 petites règles parce que voilà, on est quand même une vingtaine, donc pour pas qu'il y ait des bruits parasites. Pensez bien à couper vos micros pour l'instant. Si vous avez des questions, il y a le chat sur votre droite qui est là pour vous faire échanger. On pourra peut-être rouvrir les micros après progressivement vers la fin, mais voilà, pour éviter les bruits parasites, notamment s'il y en a qui sont chez eux avec des enfants, c'est mieux d'avoir les micros coupés. Donc, comme je le disais, ce live, c'est le premier qu'on fait, mais on en a 2 autres de prévus cette semaine. L'objectif, c'est de proposer du contenu un petit peu diversifié pour échanger, soulever des problématiques, répondre à des besoins, à des questions. Donc, si vous aussi, vous avez des thématiques sur lesquelles vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à nous faire savoir. On est là pour parler tous ensemble. Et si vous avez aussi des questions techniques de vidéo ou d'audio, pareil, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Voilà. Écoutez, encore une fois, merci. Et je vais laisser maintenant la place à Pascal Movigo, donc, qui va être notre orateur pour ce live. Bien, bonjour à tout le monde. Donc, voilà le sommaire. Donc, déjà, on va vous parler un petit peu de CPELEC, un petit peu de Movigo. Ensuite, on va parler de l'électricité statique et puis pourquoi on s'y intéresse. Je vous donnerai aussi quelques chiffres. Après, on verra donc quelles sont les 3 sources qui génèrent des ESD dans l'industrie, quels sont les problèmes qui sont générés par les charges, les normes concernées, et puis donc il y aura une petite slide pour qu'on garde le contact. Il y aura des questions-réponses, bien sûr. Et n'hésitez pas à poser les questions via le chat. À un moment donné aussi, je vais vous solliciter, donc je vais vous poser quelques questions, donc n'hésitez pas à répondre sur le chat. Et puis, il y aura une petite vidéo où là, je vous demanderai des commentaires, donc n'hésitez pas aussi à participer. Donc, CPELEC, alors là, je vais redonner la main à Jean-Pierre Villain. OK. Donc, merci. Donc, alors, vous nous excuserez parce que c'est moi qui parle et c'est Pascal qui a la main sur les slides. Donc, j'espère qu'on va faire ça dans l'ordre. On va essayer de se coordonner. Je te dirai suivant simplement quand on passera au statut. Donc, l'idée, c'est simplement pour ceux qui ne connaissent pas bien CPELEC ou un petit rappel. Alors, je vais essayer de le faire très, très simplement pour définir un peu qui l'on est. Donc, CPELEC existe depuis plus de 30 ans. On a fêté nos 30 ans en 2018 et ça avait été créé par des personnes qui avaient déjà 30 ans d'expérience dans le domaine de l'électro en général. Donc, il y a une très forte histoire. Donc, nous, on est au niveau de la production. Ça, c'est notre environnement. Et on s'appuie sur 3 piliers, expertise, formation, solutions techniques, et on essaye d'apporter, je dis bien on essaye, et c'est le client en général qui nous le dit, une forte valeur ajoutée. Donc, on est aussi positionné sur l'accompagnement du client sur le long terme. On n'est pas là pour faire un coup, on est vraiment là pour prendre du temps, pour comprendre vraiment les valeurs, les attentes du client, et que le client aussi puisse voir un peu nos limites à nous.
hein. Donc ça, c'est très important. Donc sur 3 domaines, on est dans l'unité de production sur le process électronique. On est dans l'unité de production aussi pour tout ce qui est les zones à risque, hein, vos zones de stockage de vernis ou toute la partie maintenance quand il faut réparer les machines. Et puis, on traite aussi tout ce qui est petite pollution générée par les fumées de brasage et derrière aussi générée par tout ce qui est marquage, gravage, laser dans vos industries. Suivant. Alors, on accompagne, et ça c'est important pour nous, hein, on accompagne les industriels, les EMS, les fabricants, pour les aider à optimiser leur process d'assemblage. Ça, ça paraît peut-être prétentieux, mais je pense qu'à 99%, vous êtes très bons, et c'est toujours les 1% qui font la différence. Et puis, avec un peu l'expérience que l'on a dans tourner les entreprises, je veux dire, quel que soit le site industriel aujourd'hui, hein, quel qu'il soit, il y a toujours un petit problème quelque part. Donc, nous, notre approche, c'est d'abord le diagnostic. Hein. Ensuite, ça peut être de la proposition de solutions qui vont emmener sur des audits un peu plus importants, qui vont amener sur de la formation, sur des solutions techniques. Et puis derrière, avec un accompagnement fort dans le temps. On est orienté, cet accompagnement aussi, sur une obligation de résultat. Alors, le point important et complémentaire à toute cette partie technique, c'est que depuis très longtemps, on est orienté vraiment sur la prise en compte du collaborateur dans son environnement. Je vais prendre un exemple simple. Quand on parle d'ergonomie, l'ergonomie, ce n'est pas simplement changer une lampe qui éclaire mal, c'est essayer de voir l'objectif du poste du collaborateur, comment il travaille et voir un petit peu cette amélioration dans son ensemble. Qualité de vie au travail, identifier les zones à risque, traitement des particules et COV, c'est pour la santé des personnes, etc. Donc, on est vraiment, je fais mon travail, mais en toute sécurité. Et ça, pour nous, c'est un point sur lequel on est attaché. Pour ceux qui ont participé déjà à des conférences à PC2A, vous avez pu voir qu'on en a fait quelques-unes déjà sur tout ce qui était l'humain, sécurité, etc. Slide suivant. Donc, on est sur un accompagnement dans le temps, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, c'est avec le client. Alors, vous n'avez peut-être pas de chance, mais notre objectif, c'est de passer 5-10 ans avec vous, quoi. Ce n'est pas de passer une commande et puis au revoir. C'est vraiment passer du temps avec une offre globale. C'est de l'expertise, donc de l'échange à très, très haut niveau. C'est de la solution technique, c'est de la formation. Et derrière, avec un engagement de notre part. Si la formation qu'on vous a faite ne vous convient pas, il y a eu un problème, eh bien on la refait. Si le produit que l'on vous a fourni, on n'a pas réussi à définir ce qu'il vous fallait, eh bien on le reprend. Alors, bien entendu, tout dépend du cahier des charges initial, hein, c'est clair. Et donc là, j'ai mis quelques exemples, hein, des audits sur les process, qualification des alliages, gestion de consommation. On travaille aussi sur des formations qualifiantes, hein, IPC, ESD. On a aussi une approche assez transverse et je pense qu'on mettra aussi peut-être un live un peu transverse pour sortir de cette crise. C'est tout ce qui est conduite du changement, accompagnement des équipes. Et puis derrière, les solutions techniques, c'est les solutions de brasage, ESD, traçabilité, poste de travail. Donc, CPELEC, quand je prends l'équipe CPELEC, alors l'équipe CPELEC chez nous, c'est les salariés de CPELEC, oui. C'est nos experts avec qui on a un lien très, très fort. Et c'est les fabricants avec qui on fonctionne. Aujourd'hui, on n'est pas distributeur de 50 marques, on travaille avec 10 fabricants privilégiés parce qu'on représente quelque chose chez ces gens-là et quand on les appelle, ils sont là. Donc aujourd'hui, l'équipe CPELEC, c'est 30 collaborateurs à votre service sur la France, la Suisse et la Belgique. Alors juste pour terminer, vous verrez qu'on arrive à intervenir aussi quelquefois dans d'autres domaines. J'allais dire du fait de notre histoire dans le domaine de l'électronique, quand je parlais tout à l'heure de la gestion des zones à risque, hein, l'électronicien, il a ses vernis, ses produits chimiques, son marquage au sol, etc. Eh bien, on fait appel à nous dans le domaine médical, dans le domaine mécanique. À titre d'exemple, on travaille aujourd'hui avec les filiales France de Vicat
pour redéfinir avec eux et avec notre expert leur procédure de consignation loto. Voilà. Analyse et traitement de la pollution laser. On a démarré à faire un peu de marquage laser sur des composants, sur des cartes électroniques il y a déjà une vingtaine d'années. Eh bien, aujourd'hui, on accompagne des industriels, de la cosmétique, de l'agroalimentaire, pour tout leur marquage laser avec un service à forte valeur ajoutée. On les aide sur le document unique, sur l'analyse des COV, on va jusqu'au recyclage des filtres usagés et puis on fait des contrats. Voilà un peu ce vers quoi nous a amené notre expérience, sachant qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre, fabricants électro, plus les EMS, ça représente encore 60-70% de notre activité. Et ça, on veut vraiment le privilégier parce que c'est notre histoire. Voilà rapidement sur CPELEC. Donc, n'hésitez pas à vous reboucler vers Denis qui gère la zone nord et vers Damien qui gère la zone sud si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Allez, Pascal, à toi. D'accord. Merci Jean-Pierre. Donc, Movigo, c'est un bébé par rapport à CPELEC parce que la société a été créée en 2015. Donc, c'est une société de services en électronique qui propose une approche globale et des services à la carte. On est spécialisé dans deux domaines qui sont le brassage manuel et l'IPCS 110, puis la prévention et la maîtrise des ESD. Donc, on a une expertise qu'on met à votre disposition dans les normes. Il faut bien qu'il y en a qui s'y collent. Donc, par exemple, dans l'IPCS 110, donc là, je suis traîneur certifié. L'IPC WHMA A620, donc qui concerne plus les fils et les faisceaux, et l'IPC 7711 7721, qui concerne tout ce qui est reprise et réparation. Et pour la partie ESD, donc c'est les normes internationales 61 345-1 5-2, et puis également les normes américaines ANSI S2020. Donc, Movigo est membre expert de la commission de normalisation de la FNOR UF101, électrostatique, et puis de plusieurs groupes de travail du comité technique international, le TC101. Donc, on participe à la mise à jour et la rédaction des normes internationales. On a une approche globale dans ces deux domaines qui sont d'abord audit, conseil et accompagnement, et puis formation. Voilà pour la petite présentation Movigo. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'électricité statique, on va déjà commencer par quelques petites vidéos. Donc, j'aime bien les animaux, donc on va commencer par voir une petite vidéo sur un chien. Alors, je vous rassure, il n'est pas du tout martyrisé, hein. Mais ça illustre bien les phénomènes d'électricité statique. Par frottement, donc par triboélectricité. Une autre vidéo, donc là par contre c'est un chat, donc c'est toujours un petit peu de la triboélectricité. Donc triboélectricité, on verra ce que c'est. Donc le ballon a été frotté et bien sûr il est chargé et il colle au chat. Alors les chats, ils ont la particularité aussi d'être isolés de la terre avec leur coussinet. Ils peuvent être chargés jusqu'à 50 000 volts. Donc il faut faire attention des fois quand on caresse un chat, on se peut prendre des bonnes châtaignes. Donc là, un exemple un peu plus industriel. On voit des rouleaux donc, qui sont entraînés à grande vitesse et qui frottent, et on voit l'apparition d'étincelles. C'est toujours de la triboélectricité.
Donc là, c'est quelque chose certainement que vous avez rencontré, et puis que vous rencontrez couramment. Donc c'est une personne qui va se charger par frottement, donc toujours par triboélectricité. Et voilà, à un moment donné, il vient toucher la poignée de la porte et il se prend une bonne châtaigne. Donc c'est ce on le rencontre souvent, par exemple, quand on marche sur de la moquette et qu'on vient serrer la main de quelqu'un, quand on vient faire la bise. C'est aussi quelque chose qu'on rencontre dans les voitures. Mais donc aussi, l'électricité statique, ça peut être ça aussi. Toujours génération triboélectrique. Alors finalement, qu'est-ce que c'est? L'électricité statique. Il y a un mot qui est important, c'est statique. Donc c'est une accumulation de charges électriques qui sont stationnaires à la surface des matériaux. Quand on vient frotter un isolant, donc là où on a frotté, on crée des charges statiques, électriques, qui sont piégées là où on a frotté. C'est très variable, bien sûr, c'est en fonction de la nature des matériaux, de la température, de l'humidité dans l'air, des frottements. Si la surface est lisse, si la surface est rugueuse, si je frotte fort ou pas. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui vont influer sur la génération de charge. L'électricité statique, elle est partout, hein. On la voit dans les voitures, les maisons, les usines et la nature. La vie courante, donc, par exemple, c'est la foudre, c'est la décharge entre personnes. Quand on enlève ses vêtements, notamment quand on a des pulls, par exemple, polaires ou en acrylique, hein, on peut générer des belles décharges électrostatiques. Souvent, on peut voir aussi des petites étincelles. Il y a l'attraction de particules sur les verres de lunettes aussi, marcher sur la moquette, le brossage des cheveux. On a vu, donc c'est un peu ce qui s'est passé avec le chien, etc. Donc il y a deux façons de créer de l'électricité statique. Il y a par frottement entre matériaux de nature différente. Ça s'appelle donc la triboélectricité, qui vient du grec tribo, qui veut dire frotter, je trouve, frottement. Donc par exemple, c'est des expériences qu'on fait souvent à l'école. On frotte une baguette de verre et puis avec de la laine et on voit qu'après on peut attirer des petits morceaux de papier. Donc on a créé de l'électricité statique par frottement. Là on parle plutôt de décharge capacitive. Mais une fois qu'on a frotté un isolant et que l'isolant est chargé, ben on va créer un champ électrostatique. Donc. Et on peut aussi charger un conducteur au moment où il rentre dans le champ électrostatique. On parle aussi d'échelle triboélectrique. Alors, ce n'est pas une science exacte selon les sources que vous trouverez sur Internet. Vous aurez des petites différences. Donc, en gros, il y a des produits qui sont neutres ou quasi neutres, notamment, donc on est tous d'accord sur le fait que le coton, le vrai coton, est neutre. C'est-à-dire que si on le frotte, il ne se charge pas. Après, je mettrai un bémol sur le bois et tous les dérivés, parce que ce sont des produits qui n'ont pas des caractéristiques électriques qui sont stables, puisque leurs caractéristiques varient en fonction de l'humidité dans l'air. Donc, c'est ou un mauvais isolant ou un mauvais conducteur. Donc, c'est pour ça qu'on évite quand même ce genre de produits. Ensuite, vous avez des produits qui vont perdre facilement des électrons, donc électrons charge négative, donc ils vont se charger positivement. Ils sont classés par ordre croissant de charge. Et on a donc des matériaux qui vont gagner facilement des électrons, donc qui vont, je rappelle, électrons charge négative, donc qui vont se charger négativement. Donc par exemple, si on frotte de l'ambre avec la peau humaine, avec la main donc, eh bien l'ambre se charge peu, la peau humaine se charge énormément en charge positive, donc on va générer des charges positives très fortes. Si on frotte de l'aluminium qui se charge peu, avec du caoutchouc de silicone par exemple, on va générer des charges négatives très fortes. Donc c'est vraiment fonction des matériaux qui sont en contact. Parce que par exemple, si on frotte de l'alu avec de l'ambre, deux matériaux qui se chargent peu, bah, je ne sais pas trop quel va être le résultat. On ne va peut-être pas générer grand-chose. Donc ça, c'est un exemple concret que j'avais rencontré dans une entreprise. Donc il y avait une grande poubelle, mais qui était beaucoup plus grosse que ça. Donc une poubelle plastique, on met à l'intérieur un sachet plastique, donc tout est isolant, ça frotte, ça génère.
Et dans cette entreprise, il y avait un passage où les opérateurs passaient avec des cartes et malheureusement, le sol n'était pas relié à la terre à cet endroit-là. À un moment donné, donc, la carte rentrait dans le champ électrostatique de la poubelle et la carte se chargeait. Après, tout dépend de l'endroit où on va poser la carte. Et malheureusement, dans ce cas-là, la carte, il venait la poser sur un poste qui était en inox, donc inox très conducteur. Et comme c'était un poste inox pour protéger l'opérateur, le poste était relié directement à la terre, donc résistance très faible. Donc il se passait quand même pas mal de choses au niveau ESD. Il y avait des décharges très violentes. Alors pourquoi on s'intéresse aux ESD? D'abord, on a de plus en plus de matériaux en plastique qui génèrent des charges statiques au frottement avec d'autres matériaux. Matériaux plastiques, donc isolants. On a des clients et des auditeurs qui sont de plus en plus exigeants. On souhaite aussi maîtriser ses coûts et la qualité de ses produits, hein, c'est évident. Et puis, malgré tout, on a des composants de plus en plus sensibles aux charges et des charges électrostatiques. Donc, c'est illustré par la loi de Moore. Donc, Gordon Moore, c'est un des 3 cofondateurs d'Intel, qui en 1965 a émis une prédiction. Il a dit que tous les 18 mois, on allait doubler le nombre de transistors, donc de cellules élémentaires dans un semi-conducteur. Et c'est une loi qui continue toujours à être valide. Bon, un jour, on arrivera peut-être à la limite de la technologie, mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, en gros, en 1970, on mettait dans une surface, on mettait 1000 cellules élémentaires, 1000 transistors. Et on revient en 2010, selon les technos, on peut arriver à plus de 10 milliards de transistors. Donc, des circuits de plus en plus intégrés, petits, qui vont plus vite, donc qui sont de plus en plus fragiles et sensibles aux ESD. Ici, donc, on a une ABAC qui est tirée de l'INRS, qui a fait une étude sur l'électrostatique, qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité. Donc, c'est l'ED 874. Donc, vous avez la sensibilité des semi-conducteurs en fonction de leur technologie. Donc, on prend, si on regarde par exemple les premières technologies qui sont sorties sur le marché, donc c'était le bipolaire, ça tenait jusqu'à 387 000 volts. C'est-à-dire que tant qu'on était en bipolaire, on ne savait même pas que les ESD existaient. Là où ça a commencé à se gâter, c'est aux environs de 1975, parce qu'on a introduit la technologie CMOS. Donc, on avait des composants qui avaient une sensibilité de 250 à 3000 volts. On a commencé à se rendre compte qu'il y avait des problèmes avec les ESD. Et maintenant, dans les technos un petit peu récentes, on s'aperçoit par exemple une EPROM peut claquer à partir de 100 volts, qu'on a les MOSFET qui sont réputés aussi pour être très sensibles aux décharges électrostatiques, qui claquent entre 100 et 200 volts. Et on a même certains produits, comme les VMOS, qui peuvent par exemple claquer à partir de 30 volts. Alors, quelques chiffres. Donc, par exemple, pour les événements ESD, donc la foudre, c'est de 20 à 100 millions de volts en moyenne. Donc, on comprend qu'il vaut mieux éviter de prendre la foudre. Marcher sur une moquette, il y a une fourchette, mais je vous expliquerai après pourquoi, c'est entre 1500 et 35 000 volts. Donc, dans le pire des cas, quand on marche sur la moquette, on peut se charger jusqu'à 35 000 volts. Marcher sur un revêtement vinyle non traité, c'est-à-dire c'est un lino, on peut se charger et générer entre 250 à 12 000 volts. Une enveloppe vinyle qu'on utilise pour placer les instructions en papier, classique, donc 600 à 7000 volts. Dérouler un ruban de scotch adhésif standard, c'est le scotch qu'on utilise par exemple à la logistique. Et on peut générer entre 9000 et 15 000 volts. Alors, bien sûr, le niveau d'acquisition, il dépend de la nature des matériaux, de l'humidité, de la pression et de la vitesse de séparation. Si on se sépare très rapidement, on va créer plus de charge. Plus de décharge. Alors, la sensibilité. Donc, on ressent une décharge à environ 3500 volts. On entend une décharge, ça crépite, à peu près 5000. Pour voir une étincelle, il faut qu'il y ait à peu près 10 000 volts. Au-delà de 25 000 volts, c'est douloureux pour les personnes. Et puis, on a vu qu'on a des composants qui peuvent être dégradés avec une décharge de 100 volts, voire moins pour certains. Donc, simplement, ce que je veux dire, c'est que
notre seuil de sensibilité est aux environs des 3500 volts. Donc, on peut très bien être chargé à 1000, 2000 volts et venir toucher un composant qui a une sensibilité de 100 volts et on peut le détruire et on n'aura rien vu, rien senti. C'est bien le problème des ESD, c'est qu'on ne voit pas grand-chose, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Donc là, on va regarder maintenant les 3 sources qui génèrent des ESD. Ben, on a déjà vu, il y a l'être humain. Il y a les isolants. Et puis, il y a les conducteurs qui sont isolés, c'est-à-dire qui sont non reliés à la Terre. L'être humain, donc, on peut créer de grandes quantités de charges électrostatiques. On se met dans le pire des cas, tout à l'heure, on a vu, on marche sur la moquette, on génère 35 000 volts. Et puis, tant qu'on ne touche rien, on les garde, ces 35 000 volts. Puis, à un moment donné, on va venir toucher la poignée de la porte et boum, on va se décharger. Mais également, tant qu'on a ces 35 000 volts de charge, ben, on rayonne aussi un champ électrostatique très important. Donc, ça veut dire que si on s'approche d'éléments sensibles, ben, on peut les charger, voire même envoyer des petites décharges. Alors, j'ai une petite question, donc n'hésitez pas à chatter. Pourquoi une décharge n'est pas dangereuse pour l'être humain? À part la foudre, bien sûr. Parce qu'on a vu, marcher sur la moquette, on peut se charger jusqu'à 35 000 volts. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'une décharge n'est pas dangereuse? N'hésitez pas à... Ok, donc j'ai une première réponse. Faible courant en ampères, donc. D'autres idées? Pas d'énergie, ça c'est bien. Temps de contact. Ah, il y en a que j'ai déjà formé, donc ils trichent là. Temps très court, oui, tout à fait. D'autres idées? Ok, ben merci. Donc effectivement, c'est le temps de contact, c'est 5 nanosecondes. Parce que malgré tout, dans une décharge, il y a de l'intensité, il y a 1 ampère 2. Ça, c'est une décharge moyenne, 2000 volts, 1 ampère 2. Donc on envoie 2400 watts quand même. Mais ça dure 5 nanosecondes. Donc on est dans des pouillèmes de microjoules. Donc ce n'est pas du tout dangereux pour l'être humain, du fait du temps. Une nanoseconde, c'est 1 milliard de fois plus petit qu'une seconde. Donc c'est un phénomène instantané. Alors les isolants, donc deuxième source, ce sont des matériaux qui sont très résistants à la circulation de l'électricité. Le bois, le carton, donc j'ai déjà parlé du bois, ils sont plus ou moins isolants selon l'humidité. Certains plastiques. Donc les isolants, ils emmagasinent de l'électricité statique une fois qu'on les a frottés. Ils rayonnent un champ électrostatique. Et ils peuvent charger des éléments qui sont sensibles aux ESD. Et ils génèrent bien sûr des décharges. Alors l'importance, bien sûr, est liée aux dimensions de l'isolant. Souvent, j'ai des questions sur des stylos, des choses comme ça. Là, il n'y a pas trop de problématiques avec, vu la surface que ça génère. Donc j'ai même vu des sociétés qui fabriquent des stylos ESD. Enfin, pour moi, c'est un peu une hérésie. Alors le facteur aggravant, c'est l'air très sec. Quelquefois, en hiver, donc, je rencontre des taux d'humidité de 15-20%. L'IEC, donc les normes électrostatiques, recommandent une hygrométrie qui devrait être comprise entre 40 à 60%. Et c'est qu'une recommandation, ce n'est pas une exigence. Alors pourquoi l'influence de l'hygrométrie, donc l'humidité relative ou hygrométrie, donc c'est le rapport de la quantité de vapeur d'eau qui est dans l'air sur la quantité de vapeur d'eau maximum possible. C'est le facteur le plus impactant dans la génération de charges et décharges, comme on peut le voir sur ce tableau. Donc marcher sur un tapis, quand on a un air très sec, eh bien, on peut arriver jusqu'à 35 000 volts. Et un air très humide, 1500 volts. Donc une chaise, c'est 18 000, 1500 en mousse d'uréthane. Un sol plastique, donc c'est le lino, c'est 12 250. La pochette PVC, c'est 7600 volts. Et un opérateur à son poste de travail qui travaille normalement, en air sec, il peut générer jusqu'à 6000 volts. Et en air humide, 100 volts. Donc plus l'air est sec et plus les charges sont élevées et plus les risques de décharge sont élevés également. L'humidité, donc,
elle dépose des gouttelettes d'eau sur les surfaces des matériaux. L'eau étant conductrice, bah, ça fait descendre les résistances. Donc forcément, ça fait aussi descendre les décharges et les charges et les décharges électrostatiques. J'ai une petite question, hein, c'est pour ceux qui veulent bien répondre. Quand est-ce que l'air est le plus sec? Est-ce que c'est en été ou en hiver, à votre avis? N'hésitez pas à répondre. Hiver, chauffage en cause, oui, pourquoi pas. Effectivement, c'est en hiver. Quand vous allez prendre votre voiture en hiver et que vous voyez un très beau soleil, là, il faut être très prudent parce que c'est là où l'air est très très sec. Le chauffage, oui, peut avoir une incidence parce qu'il sèche l'air aussi. Mais par contre, on a aussi des fois des problématiques avec la climatisation. Parce que la climatisation sèche aussi l'air, hein, en été. Mais effectivement, en hiver, c'est là où on a l'air sec. Merci. Ensuite, les conducteurs. Donc, si on a deux conducteurs qui se touchent ou qui deviennent suffisamment proches l'un de l'autre et qui sont arrosés ou qui baignent dans un champ électrostatique, et qu'au moins un des deux est isolé, donc on crée une différence de potentiel et il peut y avoir une décharge électrostatique qui se produit entre eux. Un exemple un peu concret, c'est par exemple, voilà, on a une carte qui est posée sur une surface qui est reliée à la Terre, une opératrice qui vient braser. Donc, il peut y avoir, si la panne du fer à braser n'est pas reliée à la Terre, il peut y avoir une différence de potentiel entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'on vérifie régulièrement que la panne soit bien reliée à la Terre. Et après, donc, on a un phénomène aussi qui combine les isolants et les conducteurs. Si on a un élément sensible aux ESD qui est chargé dans un champ électrostatique et qui entre en contact avec un matériau très conducteur, donc faible résistance, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec l'histoire de la carte qui était posée sur un poste en inox. Donc là, ça peut générer un courant de décharge élevé de très courte durée et très, très destructeur. En l'occurrence, dans l'exemple dont je parlais, il y avait un MOSFET qui claquait. Donc un MOSFET, c'est un transistor de puissance. Alors, quels sont les problèmes générés par les ESD? Déjà, il y a une histoire d'argent, on va dire. Hein. Le coût des dommages générés par les ESD est estimé aux alentours de 5 milliards de dollars par an. Donc ça, c'est source association américaine. Ah oui, il y a un petit bug, pardon. ESDA.org. En sachant que le marché du semi-conducteur mondial, il est dans les 420 à peu près milliards de dollars. Donc ça commence à faire un pourcentage important. Une décharge, elle apparaît lorsque la barrière isolante devient conductrice. Tout isolant a des limites et peut devenir conducteur en fonction d'un certain champ électrostatique. L'air, c'est un isolant naturel. Et quand on voit une étincelle, il est devenu conducteur. Donc on a vu la caractéristique, c'est on libère une énergie très importante, qui peut aller dans le pire des cas jusqu'à 35 000 volts, mais durant un temps très bref. Donc on a vu que le SD, c'est un transfert très rapide d'énergie d'un matériel chargé ou d'un corps vers un autre matériel ayant un potentiel différent. Une décharge crée des trous dans la matière, comme on peut voir sur cette photo-là. Une décharge, elle va créer des fêlures dans la barrière isolante. Et puis, il y a carrément aussi des portions de semi-conducteurs qui peuvent être vaporisées. Parce qu'on a de l'énergie instantanée et ça chauffe quand même. Voilà, par exemple, la forme d'onde typique d'un courant de décharge humaine. Donc, on voit bien qu'on a une montée très rapide. Hein. En 5 nanosecondes, on passe de 0 à plus d'un ampère 2 et 2000 volts. Alors, on va regarder, par exemple, quand je vous parle d'intégration, on va regarder ce qu'il y a dans un Intel Core i7, qui fait à peu près 3 cm². Quand je dis que c'est intégré, c'est intégré. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de monde. Quoi. Donc ça, c'est la coupe d'un circuit intégré. Donc vous avez le capotage, le boîtier, la puce, les connexions
qui vont être brasés sur la carte. Et puis, on a des wire bonding, des fils qui relient la puce aux terminaisons qui vont être brasées sur la carte. Et ces wire bonding sont très fins, donc ils peuvent aussi claquer très, très facilement. Hein. Ils servent de fusible. Voilà, par exemple, sur cette photo, on voit des wire bonding qui ont été détruits par une décharge ESD. Là, je vais vous montrer quelques exemples de dommages. Donc, ici, c'est des décharges qui ont été générées par un être humain. Donc, quand on grossit 175 fois, on voit un petit point. Il faut grossir 4300 fois pour voir un peu ce qui se passe. Ici, on a une perforation. Donc ça, c'est plus un phénomène lié avec un isolant et champ électrostatique. Et puis là aussi, donc c'est un phénomène qui a été généré par un isolant et un champ électrostatique. On voit donc une fissure d'oxyde. Alors, on a deux types de dégradation. On a le défaut latent. Le composant est dégradé mais passe les tests. Et le défaut immédiat, c'est un défaut permanent qui est détectable au test. Le défaut latent, c'est à peu près 80% des cas. C'est-à-dire que c'est rare qu'une décharge électrostatique vienne détruire complètement un composant. Donc, le défaut latent, il peut passer tous les tests. Il peut partir chez le client. Alors, soit on a diminué la durée de vie, soit on va avoir des pannes intermittentes et des problèmes inexplicables. Dans tous les cas, ça génère des retours clients, des coûts de réparation, des pertes de temps, et le client il râle, c'est normal. Défaut immédiat, ça coûte aussi parce qu'il faut réparer ou remplacer, et on va aussi perdre du temps parce qu'on va essayer de trouver ce qui s'est passé. Dans tous les cas, ça coûte de l'argent. Alors voilà, donc j'ai une vidéo. Donc vous allez voir, c'est une jeune femme qui prend de l'essence. Il y a deux phases dans cette vidéo. Enfin, peut-être que vous la connaissez parce qu'elle est virale. Et ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez m'expliquer. Alors là, je vais peut-être remettre les micros. Que vous puissiez m'expliquer. Enfin, vous pouvez vous exprimer par le micro. Que vous puissiez m'expliquer la différence entre les deux phases. Oui. Alors, je suis désolé, de mauvaise qualité. Mais c'est le format original qui était comme ça. Donc là, elle a bloqué la pompe. Ça se passe en 2004. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi la première fois, il n'y a pas d'étincelles et pourquoi la deuxième, il y a des étincelles? Est-ce Alors, qu'elle a frotté son pull? Ouais, dans tous les cas, elle frotte son pull, même la première Ouais. fois. Elle est retournée dans la voiture. Du coup, elle s'est rechargée sur les sièges de la voiture. Oui, oui. Et la première fois, quand elle descend, elle est chargée aussi. Oui, mais elle a commencé à tripoter l'automate. Elle a dû se décharger sur l'automate, je pense. Oui, il y a de l'idée. En fait, la première fois, donc, elle est chargée, elle descend, elle ouvre la porte, elle tient la portière, elle pose les pieds par terre. Donc, elle met la voiture au même potentiel qu'elle. Ensuite, elle vient toucher l'automate. Donc, elle met l'automate
la voiture est elle-même au même potentiel. Donc elle pose ensuite donc elle met le pistolet, elle bloque le pistolet, elle remonte dans sa voiture, elle laisse la porte ouverte. Donc elle s'assoit, elle se frotte, et quand elle descend la deuxième fois, elle ne touche pas la voiture. Donc elle n'est plus au même potentiel que la voiture et la pompe. Et c'est ce qui fait qu'il va y avoir une étincelle. Donc une règle de base dans l'électronique, c'est de tout relier à un point central, et souvent on utilise la Terre, parce que c'est un moyen facile d'accès. Et ce qui fait que si tout est relié au même potentiel, il n'y a pas de différence de potentiel et il n'y a pas de décharge électrostatique. Donc les normes concernées, il y a 2 normes internationales. La première, c'est la 61345-1 qui a été mise à jour en mai 2016. Donc ce sont les exigences générales, donc qui vous donnent les grandes lignes. Et c'est accompagné donc de la 5-2 qui a été mise à jour en mars 2018, qui est un guide d'utilisation. Donc les deux sont liés et indispensables parce que si vous prenez que la 5-1, vous ne saurez pas comment déployer les moyens. Le guide d'utilisation est vraiment un outil d'aide pour déployer justement un plan de prévention et de maîtrise des ESD. Et moi, je vous recommande aussi une autre norme qui est l'IEC 61345-3 qui concerne tout ce qui est emballage. Ces 3 normes sont, à mon sens, indispensables. Alors, attendez un peu avant d'acheter la 5-3 parce qu'elle est en cours de révision. Donc, il y aura des petites modifications. Donc, elles sont disponibles soit au site de l'IEC, CH ou l'AFNOR. Et donc, ces normes, elles donnent les exigences nécessaires pour la conception, l'établissement, la mise en œuvre et le maintien d'un programme de contrôle des décharges électrostatiques. Voilà, j'ai fini donc pour ma présentation. Donc, dans des périodes comme ça, c'est important qu'on garde le contact. Donc, CPLEC, vous avez vu, il y a plein de moyens pour garder le contact. Il y a ces fameux lives qu'on organise régulièrement. Et puis, vous pouvez contacter les équipes par téléphone, par mail. Et bien sûr, moi, je reste aussi à vos dispositions. Bon, j'ai moins de moyens par téléphone ou par mail. Pascal? Oui, Tu m'entends? je t'entends. Ok. Donc, juste pour l'équipe et les personnes qui sont présentes. Donc l'idée maintenant, c'est qu'il nous reste encore quelques minutes. Donc on peut échanger. Si vous pouviez poser vos questions ou les difficultés que vous avez rencontrées dans vos entreprises par chat, hein, vous l'écrivez. Pascal, hein, on ne fonctionne pas en micro pour le moment. Oui, oui. Et à la limite, Pascal, c'est toi qui vas sélectionner une ou deux ou trois questions en fonction du temps qu'on aura et de la disponibilité des gens. Et à ce moment-là, tu rouvriras le micro de la personne concernée qui s'exprimera. Okay. Donc, on vous laisse 30 secondes à chacun pour peut-être poser vos questions, peut-être aussi partir d'un témoignage. Ça aussi, c'est important, ce que vous avez vécu dans votre entreprise, les difficultés que vous avez rencontrées, et puis qu'on vous laisse un peu vous présenter et puis voir comment vous avez résolu ces problèmes. Allez, on attend vos questionnements, vos interrogations. N'hésitez pas. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Non, non, un problème. Vous saisissez vos questions dans la conversation du groupe Zoom. Qu'est-ce qu'on a comme question? Pascal, oui. Tu peux arrêter les micros, s'il te plaît? Et puis à ce moment-là, c'est toi qui reprends la main en choisissant les questions. Ok. Allez, à tout de suite.
Donc déjà, je vois deux questions qui ont un trait commun. C'est comment sensibiliser les équipes? Et une autre question, comment sensibiliser une population industrielle à la direction générale aux ESD? Alors, comment sensibiliser la direction générale aux ESD? Bah, ça, je vais dire, c'est pas facile. C'est pas facile parce que comme on voit pas grand-chose, et que même si on suspecte des problématiques ESD et qu'on fait une investigation, par exemple avec des coupes, qu'on passe ça au microscope, on peut peut-être voir des choses, mais qui peuvent. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent parce que souvent les décharges électrostatiques vont générer une surcharge électrique. Donc, si on fait une inspection au microscope, on va voir une surcharge électrique. Et de là à dire que c'est un phénomène ESD, c'est compliqué. Et puis, souvent, on a un taux de rebut qui reste acceptable, donc on ne se pose pas trop de questions. C'est pas évident. Ouais. Si la direction générale n'a pas une petite culture technique, j'avoue que je vois beaucoup de clients qui ont du mal à sensibiliser leur direction générale. Après, souvent, ce qui se passe, c'est que on a un client final qui vient dire oh les gars, vous n'êtes pas au top sur les ESD. Souvent, ça déclenche plein de choses. Souvent, l'input, il vient des clients finaux. Mais quand on n'a pas cet input, j'avoue que c'est pas facile. Ouais. Alors, comment sensibiliser une population industrielle? C'est la formation. Hein. Sans la formation, il n'y a pas de réussite. C'est ce que je dis toujours quand je fais des audits. Je dis, si vous ne formez pas votre personnel, vous mettez des moyens, vous mettez plein d'outils, si vous ne les formez pas, ça ne marchera pas. Il faut donner du sens à ce qu'on met en place. Puis on est en France, on est un petit peu rebelle, donc c'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut faire ça que les gens vont le faire. Si on n'explique pas, ça ne marche pas. Donc après, formation, vous faites comme vous voulez. Il y a formation interne, formation externe. Par exemple, nous, avec CPLEC, on propose des modules de sensibilisation qui durent 1 heure et demie, où on forme des groupes de 10 personnes. Donc en une journée, on forme 40 personnes. Pascal, oui. je peux juste compléter sur ce point-là, Mais je t'en puisqu'on prie. on a fait une conférence il y a pas longtemps là-dessus, sur l'aspect humain aussi, justement, et on avait pris comme exemple les ESD. On s'aperçoit que de plus en plus, premièrement, nos collaborateurs, les jeunes que l'on embauche, veulent savoir à quoi sert leur métier et à quoi ils servent dans l'entreprise et pourquoi ils font ça. Donc ça, c'est une demande de plus en plus forte. D'un autre côté, on a une exigence de plus en plus forte du donneur d'ordre, hein, qui lui aussi veut essayer de maîtriser un peu toute la chaîne. Et on s'est aperçu que dans certains cas, quand on fait intervenir le client final chez l'EMS, et que ce client final, il vient expliquer sur les lignes, hein, sur les chaînes, pourquoi il est aussi exigeant, pourquoi c'est important. Hein. Moi, Airbus, je veux telle chose, etc. Pourquoi? Parce que peut-être que le produit que vous testez, il marche bien, mais j'ai pas envie que demain, quand vous serez vous-même dans l'avion avec votre famille, qu'il y ait un problème avec le train d'atterrissage. Donc, quand le client il vient un peu sur place expliquer pourquoi il impose des contraintes très fortes, hein, qui pour l'opérateur peuvent être prises des fois par oui, mais à quoi ça sert, je ne comprends pas, je fais même mon boulot, regarde, à la fin, j'ai testé. Donc ça peut être un point. Donc, les jeunes qui arrivent sur le marché ont besoin de savoir quelle est leur raison d'être dans l'entreprise. Hein, et puis, le client final aussi, quelquefois, quand on le fait intervenir, ça peut faciliter. Voilà un petit peu ce qui ressort ces 3-4 dernières années par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Merci Pascal. Je t'en prie. J'ai une question de Tony Richard-Mose concernant la conception de machines spéciales robotiques. Les préconisations de conception sont-elles décrites dans les normes citées? Alors, c'est une bonne question parce que il y a un paragraphe sur ce sujet-là qui a été
qui a commencé à être décrit, je dirais, dans la 5-2. En fait, la difficulté, c'est que ça concerne tellement d'équipements que l'IEC a du mal à sortir une norme spécifique. Par contre, il s'avère qu'il y a déjà plein de normes existantes qui peuvent aider pour justement rédiger un cahier des charges pour une machine spéciale. Donc le paragraphe, j'avoue, il est un peu light, mais c'est exploitable. Donc vous avez déjà des consignes pour rédiger un cahier des charges pour avoir une machine spéciale, mais qui soit conforme à ESD. Et je pense que c'est un paragraphe qui va se développer au fur et à mesure, parce que c'est une question de tout le monde, quoi. Alors, Monsieur Carlier, dans un environnement en moyenne à 32% d'humidité avec un mini à 10, comment mettre en place et intégrer ce point dans le plan de prévention ESD pour ne pas faire le test du marcheur? Il y a 2 questions. Hein. Ouais, et puis c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. C'est vrai que dans la norme, l'édition 2016, il y a eu des changements au niveau des testeurs à l'entrée, notamment au niveau du test des chaussants, des chaussures et talonnettes. Donc auparavant, on se testait à 35 mégoums. Mais on s'apercevait que dans la vie courante, il y a beaucoup de personnes qui ne passaient pas le test parce qu'ils avaient les pieds secs. Donc la norme a un petit peu allégé ce test en disant maintenant vous avez la possibilité de vous tester à 10 puissance 8. Mais quand on fait ça, on s'oblige à faire le test du marcheur. Parce que, en gros, notre objectif, quand on met en place un plan de prévention des ESD, c'est de faire en sorte que les opérateurs ne génèrent pas plus de 100 volts de charge sur eux. Quand on teste une résistance à 35 mégoums, il y a une ABAC qui vous montre que le maximum, c'est 92 volts. Et dès qu'on dépasse cette résistance, c'est une droite, hein, on n'a plus aucune certitude de ces fameux 100 volts. Donc, dans un environnement comme ça, sec, et si vous mettez le contrôle d'entrée à 18, il faut... Enfin, après, ça dépend aussi de votre sol, c'est sûr. Mais c'est important de le faire, le test du marchand, pour vérifier et valider que les gens ne génèrent pas plus de 100 volts. Après, il faut relativiser aussi quels sont les produits, quelle est la sensibilité des produits que vous utilisez. Parce que si tous vos produits sont sensibles à plus de 2000 volts sur le modèle de décharge humaine, c'est peut-être pas dramatique non plus. C'est à vérifier. Okay. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est en partie. En partie. Qu'est-ce qui ne reste pas clair alors dans l'autre partie? Non, mais après, on a des composants qui sont bien sensibles ouais. 200 volts, même 500. Donc, je suis en train de faire le recensement des composants. Oui. Après, oui, c'était pour éviter ce test du marcheur. Là. Je comprends bien, oui. Après, dans la formation, vous avez vu, il y a une droite. Ouais. Donc, après, en fonction de la sensibilité du produit que vous avez trouvé, qui est le plus sensible dans la chaîne, vous regardez comment ça se positionne par rapport à la BAC, et puis soit ça vous affranchit du test, soit non. Okay. À condition aussi de tester, bien sûr, la résistance de la personne via son corps, bien sûr, et les chaussures, et puis le sol à la terre. Vous savez, il y a 2 éléments à vérifier. Mmh. Ok. Alors, j'ai une question. Contrôle denté teste les chaussures uniquement. Ah oui, pardon. C'est pas une question, c'est une réponse. Non? Ouais. C'est une petite remarque de Hans Laurent, donc.
qui met que le contrôle d'entrée teste les chaussures uniquement. Le test du marcheur valide la bonne coopération de son sol et de ses chaussures. C'est tout à fait exact. Bonne remarque. Merci. D'autres questions? Pascal, tu avais aussi une question de Monsieur Laurent sur les exigences particulières de packaging. Oui, c'était une question générale que Hans posait, je pense, à l'ensemble pour savoir. Parce qu'il est en train de. Enfin, on est en train de revoir la norme, parce qu'il participe, il fait partie du comité UF101 de l'AFNOR, comme moi, et il est inscrit aussi à des groupes de travail de l'IEC. Et notamment, donc, il a lancé un sujet sur le packaging en fonction des sensibilités des composants transportés. Donc c'est pour ça qu'il posait cette question, c'était à tout le monde, pour essayer d'enrichir un petit peu, je pense, cette discussion. Plus de questions? Ok, très bien. Je te laisse Juste avant de partir, moi je tiens à remercier déjà toutes les personnes qui ont passé cette petite heure avec nous. Bah, je pense que dans ces périodes-là, c'est toujours sympathique de voir d'autres personnes, d'échanger un petit peu. Déjà, remercier aussi Mélissa d'avoir organisé tout ça parce que c'est pas évident. Et puis Pascal, notre expert. Donc, juste avant de se quitter, si chacun pouvait faire un petit commentaire très rapide en disant si cette première heure a répondu partiellement, au moins déjà ou globalement aux attentes. Et pour les prochaines que l'on veut mettre en place, quelles seraient vos petites remarques et commentaires? Alors pour ceux qui n'ont pas le temps, pas de souci, hein, on reprendra contact avec vous. Mais ce serait sympa avant de partir, vous nous faites un petit mot, à bientôt, à continuer, ou bah non, c'est pas du tout ce que j'attendais, il y a aucun souci. Merci beaucoup, et puis Mélissa vous retransmettra toutes les informations pour les prochaines. Et à bientôt à tous. Oui, merci, merci à tous d'avoir participé à cette première. J'espère que voilà, vous avez pu avoir des informations complémentaires ou que ça a soulevé des nouvelles questions chez vous. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à rester en échange avec nous. Et pour ceux qui suivent les autres lives, eh ben, on se donne rendez-vous du coup demain après-midi à 14 h. Voilà. Merci beaucoup. Pascal, je te laisse peut-être le mot de la fin. Merci à toi, Pascal. Merci à vous. Merci à tous et toutes, pardon, d'avoir participé. Et puis, donc vous avez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut rester en contact, hein. Vous avez donc, vous pouvez trouver mes coordonnées sur mon site mail, sur mon site web, pardon, je m'affouille. Donc n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Et puis encore merci à vous. Et puis prenez soin de vous et de vos proches. Si on pouvait emballer le Covid dans un sac blindé et le fermer, ça serait bien. C'est clair. Mélissa, oui. Je te laisse nous recontacter avec Pascal d'ici 5 minutes et on se refait un petit point rapide. Ok, ça marche. Juste, Pascal. On garde quand même notre réunion cet après-midi avec
Damien, Mélissa et moi-même, et Pascal, si tu veux te joindre pour qu'on Oui. Oui, je vous rappelle. Ouais, super. Juste Pascal, est-ce que tu peux ne pas quitter tout de suite la réunion? Oui. Je fais un petit peu des... Enfin, je sais pas en fait, est-ce que l'historique du chat, on peut l'avoir? J'ai enregistré le truc, mais je sais pas. Ok, bon, moi Je je sais vais faire pas. 2-3 photos alors. Je sais pas ce qu'il y aura dans l'enregistrement. Est-ce qu'il y a le chat? Ok. J'attends ton feu vert, hein. Ouais, attends, hop. Hop. Ok, c'est bon. Je pense que tu peux fermer. Je vous rappelle moi sur WhatsApp. Ok, je quitte. À toutes. À toutes.